Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 90 minutes info, 1h30 pendant laquelle nous décryptons, nous commentons l'actualité avec nos invités. Au sommaire de ce samedi 18 septembre, la mobilisation contre l'ouverture des salles de shoot à Paris. Elle ne faiblit pas, elle change juste de quartier. Si les habitants du 20e ont obtenu gain de cause puisque la mairie a renoncé à son projet, ce sont maintenant ceux du 10e arrondissement qui se mobilisent aujourd'hui contre l'ouverture de 2 nouveaux lieux qui porteraient à 3 le nombre d'accueils pour toxicomanes dans le quartier. Nous y serons en direct dans quelques instants. Autour de la table, aujourd'hui, nous accueillons Maître Jean-Claude Beaujour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat. À vos côtés, Jean-Marc Chipot. Bonjour. Porte-parole de Debout la France. Avec nous également Vincent Delahaye. Bonjour. Bonjour. Vice-président du Sénat, groupe Union Centriste. Et Benjamin Morel est avec nous. Bonjour. Maître de conférence à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Le traitement des consommateurs de crack à Paris, surtout l'ouverture de salles de shoot, c'est un dossier, vous le savez, ultra sensible. Et il y a fort à parier qu'il ne se referme pas de sitôt. Jeudi, vous le savez, Jean Castex a donné son feu vert pour l'aménagement de nouveaux lieux d'accueil des toxicomanes. Et dans le même temps, la mairie de Paris, Anne Hidalgo, renonçait à ouvrir une salle de la rue Pelleport, adossée à une école dans le 20e arrondissement. Un renoncement qui fait suite à la forte mobilisation des riverains. Mais aussitôt le feu éteint dans un quartier de la capitale, il reprend ailleurs. Une manifestation se déroule en ce moment sur les grands boulevards où la mairie entend ouvrir 2 nouvelles salles alors qu'il en existe déjà une dans le quartier. On va retrouver sur place Özlem Ünal. Bonjour Özlem, on le disait, c'est la forte mobilisation des habitants du 20e arrondissement qui a eu raison du projet de la mairie. On imagine que cela motive peut-être ceux qui manifestent aujourd'hui autour de vous. Parmi les nombreuses pancartes qu'il y a ici avec les manifestants, il y en a une où c'est écrit « Et Anne, pourquoi pas en bas de chez toi ?» Les riverains, c'est simple, nous disent que ce n'est pas à eux, habitants, de prendre en charge les consommateurs de crack. C'est à la ville de Paris, c'est à l'État de trouver des solutions. Mais en tout cas, ils ne veulent pas vivre au quotidien avec la présence de consommateurs de crack. Ils redoutent de ne pas pouvoir emmener tranquillement leurs enfants à l'école, d'être confrontés à ces personnes qui sont malades, en tout cas imprévisibles. Voilà ce que nous disaient les riverains. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de désengorger Stalingrad où il y a plus de 200 consommateurs de crack. Mais pour eux, ce n'est pas une bonne idée de dispatcher comme ça partout dans la capitale. Il faut trouver une autre solution, nous disent-ils. Merci beaucoup Özlem Ünal, merci également à Vincent Burga qui vous accompagne. Alors la mairie de Paris et le gouvernement se sont donc entendus sur l'ouverture de nouvelles salles de shoot dans la capitale. Jean-Marc Chipot, on avance dans la résolution du problème ou bien on va de catastrophe en catastrophe à choisir des lieux comme ça en plein centre-ville? À votre avis? Je ne sais pas, quand on voit un reportage comme celui-là, j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment sur la voie du progrès. Ça, c'est le résultat. Il ne faut pas accabler non plus le pouvoir en place. C'est le résultat d'années, voire de décennies de laisser aller complètement. Moi, le problème du crack, je commençais à en entendre parler quand il est arrivé aux États-Unis dans les années 80. Ça fait 40 ans qu'on sait que c'est un problème majeur et qu'on a toujours renoncé à traiter. Et je pense que, alors, il y a effectivement maintenant, cette dame a raison, il n'y a pas un seul endroit dans Paris qui soit acceptable pour concentrer des consommateurs de crack, parce que ça pose tout un tas de problèmes. Il y a eu des dizaines de reportages à ce sujet. Maintenant, il va falloir commencer à prendre le problème à bras-le-corps. Il faut sortir, je suis désolé, il n'y a pas d'autre solution que d'exfiltrer ces gens-là de la ville. Il faut les regrouper. On parle de 200 personnes. On n'est pas sur 20 000 personnes, on est sur 200 personnes. Là, je suis désolé, ces 200 personnes, il faut les sortir. Au lieu de fermer des lits d'hôpitaux, on peut peut-être commencer à en rouvrir, parce que, soi-disant, on a fermé 100 000 lits d'hôpitaux en 20 ans parce qu'on n'avait personne à mettre sur les lits. Il y a déjà 200 personnes à mettre sur les lits d'hôpitaux tout de suite, parce que derrière le problème de sûreté publique, il y a un problème de santé publique. Et il faut avancer comme ça, et puis il y a un grand chantier sur la justice, dans les consommateurs de crack, dans les trafiquants de drogue. On a tout un tas de personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire national. Il faut les appréhender, il faut les passer en justice rapidement, il faut les exfiltrer du territoire national. Ce n'est pas la solution universelle, mais ça donnera au moins un peu d'oxygène, un peu d'air aux forces de l'ordre. Vous avez un majeur qui a un minimum de conscience, c'est compliqué. Mais si déjà on pouvait exfiltrer de la voie publique les cas les plus graves, parce que pour l'instant il y a une indifférenciation totale. Donc si déjà on pouvait sortir les cas les plus graves et qu'on reste uniquement avec les cas les moins... Parce qu'il n'y a aucune... J'entendais parler de rémission ou de sevrage. Avec le crack, il n'y a pas de sevrage.
à moins de se prendre vraiment en main, de mettre la personne effectivement à l'isolement. Et de ne pas avoir accès à la drogue comme ça va être le cas dans ces centres d'accueil. Il n'y a pas de sevrage possible. Donc en fait, on est en train d'entretenir le phénomène. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en plus de ça, on a des arrivées massives de population qui tombent via des systèmes mafieux, etc., plus ou moins dans ce genre de filière. On ne peut aboutir qu'à une amplification du problème. Et donc là, pour l'instant, c'est localisé dans certains arrondissements de Paris. Mais on voit bien que ça descend petit à petit. C'est toute la capitale et toute la banlieue et tout le pays qui va être gangréné. Parce que on parle de Paris parce que c'est là qu'il y a des manifestations, mais c'est un phénomène qui est en train d'essaimer dans toutes les métropoles de France, et même de plus en plus dans des villes moyennes maintenant. C'est pour ça qu'il faut voir la chose sous l'angle véritablement du soin, et pour que les choses soient très claires, l'idée n'était pas de dire qu'on envoie en banlieue des gens qui nous gêneraient, c'est simplement en termes de foncier, en termes de structure. Alors ça peut être si dans Paris il y a des établissements... Vous comprenez même au-delà de la banlieue, quand vous dites qu'il faut de la place, on est dans des champs, dans des hangars, pourquoi pas? Oui, puisqu'il y a une désertification en France, il y a de l'espace aussi. Eh bien, utilisons tout cela pour pouvoir soigner ces hommes et ces femmes qui, malheureusement, sont en perdition. Vous avez tous les hôpitaux qu'on a fermés qui sont disponibles pour les accueillir. C'est ce que je disais en ouverture de cette émission. Évidemment, je pense que le dossier ne se refermera pas d'aussitôt. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. On va enchaîner avec d'autres thèmes d'actualité sur lesquels on voudrait vous entendre. Dans plusieurs villes de France aujourd'hui, ce sont les chasseurs, pêcheurs, syndicats agricoles et associations culturelles qui manifestent contre l'interdiction de chasse traditionnelle d'oiseaux, jugée illégale par le Conseil d'État. Plusieurs rassemblements étaient donc prévus partout sur le territoire, notamment à Mont-de-Marsan, mais aussi à Amiens, le fief électoral de Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Au moins 13 000 personnes ont pris le départ du cortège ce matin à Mont-de-Marsan. Une foule orange fluo qui est la couleur des vestes des chasseurs, dans laquelle on a aussi pu apercevoir quelques bergers landais en échasse et des jeunes habillés en torero. On va d'abord voir un résumé de cette mobilisation avec Charles Iserman et Sophia Dolé. Mais comme vous disiez tout à l'heure, Xavier Bertrand s'est montré. Voilà, il est allé se montrer. Bah oui, c'est ça, c'est un peu. Il est en campagne. Oui, il manque l'écharpe Miss France un petit peu. Et je suis un peu en désaccord aussi avec Monsieur Morel sur le lobby électoral. Le chasseur du Sud-Ouest de Mont-de-Marsan n'a pas du tout le même profil électoral que le chasseur mosellan. Ils vont pas du tout voter dans le même spectre politique. Vous avez une spécificité du Sud-Ouest, en effet. Oui, enfin, du Grand Ouest même. Bon. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui fait le succès d'un candidat auprès d'une pas appeler ça une population, mais enfin auprès par exemple des chasseurs, c'est la vision globale qu'on peut avoir du pays. C'est cette vision de dire que d'abord il faut aimer ce pays. Or, depuis 5 ans, les Français sont quand même en déficit d'amour, de manière générale, mais plus particulièrement sur la chasse et sur la ruralité. C'est quelqu'un qui est attaché effectivement à l'aménagement du territoire. On a complètement abandonné la politique d'aménagement du territoire en France depuis des années, pour pas dire depuis des décennies, avec les ravages que ça peut produire. Et puis surtout, oui, d'avoir une vision globale pour le pays qui inclut tout le monde. Au lieu d'exclure les gens, au lieu de prendre des portions de la population, de la segmenter, comme fait très bien Emmanuel Macron. La segmentation macronienne, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'il a un profil marketing sur chaque segment de la population et il va adresser un message spécifique à chacun d'eux. Je pense que Xavier Bertrand, ça n'a pas dû lui échapper. Il essaie de lui emprunter. C'est à Amiens en plus. Et en plus, c'est à Amiens. Alors, j'ai l'impression que c'est la capitale de la France, Amiens, maintenant. mais voilà, maintenant, il faut montrer cet amour de la France. Il faut montrer qu'on a un projet global pour ce pays. Et il se trouve que si moi, je suis avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est que ça fait maintenant quelques dizaines d'années qu'effectivement, il a ce ressenti-là, il a ce projet-là pour qu'est-ce que sera... On s'en parle la plupart des candidats. Ce que sera la France en 2050, mais globalement, avec toutes ses composantes. Alors, autre mobilisation aujourd'hui qui faiblit week-end après week-end, mais qui fait toujours parler d'elle, c'est celle des antipasses sanitaires. 10e samedi de contestation, avec encore une centaine de rassemblements organisés dans tout le pays. On va retrouver tout de suite notre équipe dans les rues de Paris, précisément boulevard Poissonnière. Quelle est l'ambiance sur place? On se souvient de samedi dernier, d'une ambiance plutôt bonne enfant. Ça a l'air d'être pour l'instant toujours le cas dans les rues de Paris, boulevard Poissonnière donc. Il est temps de laisser tomber ce fameux pass sanitaire, peut-être avant le 15 novembre, parce qu'on sait que ceux qui ne sont pas vaccinés à l'heure actuelle n'iront pas de toute façon. Ce ne sera jamais trop tard pour laisser tomber ce pass sanitaire. Mais moi, je buvais les paroles de M. Delay tout à l'heure, parce que moi, ça fait 2 mois que je répète exactement ce qu'il vient de dire sur tous les plateaux de télé. Je me suis fait traiter de tout, y compris sur les réseaux sociaux. Mais je suis ravi qu'enfin la raison commence à revenir, à prévaloir. Le pass sanitaire, juste un bref retour là-dessus, c'est une préconisation
communication de l'Institut Pasteur de fin juin qui disait qu'il fallait enjamber le mois d'août, parce qu'au mois d'août, il fallait qu'on ait 10 à 25% de vaccination supplémentaire, parce que non seulement on n'avait pas les lits d'hôpitaux, mais en plus de ça, on n'avait pas les soignants. Donc ça a été réalisé quasiment dans la semaine. Le pic de l'épidémie en termes de taux de reproductivité du virus, c'est-à-dire le fameux R effectif, il était le 19 juillet, c'est-à-dire 7 jours après le discours du président de la République, avant même que la moindre vaccination de masse n'ait eu lieu. C'est-à-dire, à moins qu'il y ait une pensée magique du président qui ait fait reculer le virus comme ça, on voit bien qu'en fait, c'est complètement décorrélé. Donc stop, ça suffit. D'autant plus qu'il n'est pas appliqué. Moi, je viens à Paris, donc je suis obligé d'avoir un pass sanitaire. On me le demande jamais. Il est contrôlé quand même. On a Mais tous pas du fait tout. l'expérience. Mais vous plaisantez. Avion pas contrôlé, train pas contrôlé, restaurant pas contrôlé, bar, terrasse de café pas contrôlé. Donc nous n'avons pas la même expérience. Non, c'est ça, j'ai pas la même. Contrôler, Oui, moi aussi. Plus qu'au début d'ailleurs. Un exemple n'est pas une généralité, mais je vous parle de ce que moi je vis. Mais moi je vis exactement Moi je suis allé à l'étranger en avion, j'ai pas été contrôlé du pass sanitaire. Je suis venu en TGV, j'ai pas été contrôlé par le pass sanitaire. Et sur les 4 ou 5 fois que je suis allé au restaurant récemment, j'ai été contrôlé une fois. Oui. Donc il est plus que temps d'arrêter. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut réconcilier les Français. C'est pas normal qu'aujourd'hui, alors qu'on a besoin de soignants, alors qu'on risque d'en avoir besoin, s'il y a un retour en saisonnalité à l'hiver avec un autre variant ou une autre souche, on ne sait pas, il faut absolument que ces 300 000 soignants qui ne sont pas encore vaccinés puissent être dans le système de santé. Je me souviens quand même des discours du directeur général de la santé qui, lui, est toujours en place, n'a pas de soucis et qui a détruit énormément de masques, qui l'a caché au ministre. À l'époque, c'était Buzyn. C'est Buzyn qui se retrouve devant la Cour de justice de la République. Mais ce n'est pas le directeur général de la santé. Et pourtant, lui, il a caché des informations au ministre. On a parlé de convoquer Olivier Véran et l'ancien Premier ministre. Salomon aussi, peut-être. Mais vous voyez, c'est pour cette raison que là, le mode de gouvernance, le mode de gestion dans ce type précis de situation est à revoir. Et ça, c'est le vrai sujet qui nous est posé. Il n'est pas normal qu'il y ait... Et à mon avis, personne ne s'en occupe. Personne ne s'en occupe actuellement. Ben oui, l'élection présidentielle sera peut-être l'occasion de remettre ça dans les débats. Il y a urgence à s'en occuper, et puis pardon, mais il y a urgence à se préoccuper, ce que je disais tout à l'heure, il y a urgence à se préoccuper de ce que l'on ferait au cas où il y y ait un nouveau variant qui arrive. Enfin, où sont les stocks, on sait qu'il y a un variant mu qui est sous surveillance depuis quelques mois. Ils parlent d'utiliser le nom des constallations maintenant parce qu'ils vont arriver au bout de l'alphabet grec. Où sont les stocks de masques FFP2 aujourd'hui? Parce que d'abord, avec le pass sanitaire, on a 250 000 personnes qui sont grandement immunodéprimées, qui, elles, sont cloîtrées chez elles, parce qu'il n'est plus question qu'elles sortent, puisque maintenant c'est la fête, tout le monde sort sans masque, etc. Donc il faut des masques FFP2 pour protéger les personnes à risque. Les lits, on continue à en fermer. Le regroupement des hôpitaux du nord de Paris, ça va fermer 20% de lits, rien qu'ici. On a fermé des 100 000 lits en 20 ans. Donc demain, si on a un nouveau variant que le vaccin n'est pas efficace, on repart comme... On a entendu beaucoup de médecins sur le plateau dire non, 2020. mais créer de nouveaux lits, ce n'est pas la solution parce qu'on n'a pas envie d'avoir plus de malades en traitement. On préfère prévenir que guérir. Pourquoi est-ce qu'on nous martèle matin, midi et soir que le système de français est en pleine explosion et que c'est la raison pour laquelle on a instauré le pass sanitaire et qu'on a... Pardon, mais c'est pas anodin. On a mis entre parenthèses, j'espère que c'est uniquement entre parenthèses, des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. C'est pas rien. Oui. C'est-à-dire qu'on s'est mouché dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen quand même. Allez, on fait une dernière pause pour aujourd'hui. On parlera de cette crise diplomatique entre la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. À tout de suite. Oui, vous le saviez, vous dites, évidemment, on s'entendait mieux avec le précédent président. Non, mais vous avez tiqué quand j'ai posé la question. De toute l'histoire des relations entre la France et les États-Unis, c'est avec les démocrates qu'on s'est toujours le plus mal entendu. C'est eux qui, à chaque fois, nous ont mis la tête sous l'eau. Peut-être à l'exception de Bush Junior, parce que Chirac avait fait une boulette au début du mandat. Mais à chaque fois qu'on voit arriver un démocrate, c'est contre-intuitif, mais systématiquement... On les soutient toujours. On les applaudit, tout le monde fait la fête. On s'entendait mieux avec Nixon. Bien sûr, mais ça, c'est un invariant qu'avec Kennedy. C'est un invariant dans l'histoire diplomatique franco-américaine. Premier point. Deuxième point, effectivement, le centre de gravité géopolitique du monde a définitivement basculé vers l'Indo-Pacifique. En revanche, moi j'ai un peu de mal, alors je me félicite du rappel des ambassadeurs, puisqu'effectivement c'est quand même la moindre des choses qu'on pouvait faire. Par contre, j'ai un peu de mal
a acheté la version de la surprise. Oui. D'abord parce qu'on a des services de renseignement et qu'ils ne sont pas mauvais. Et à tout le moins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'on a un service d'information consulaire qui remonte, qui est un des meilleurs au monde. Ensuite, parce que vous avez la députée des Français de l'étranger, Anne Jantay, qui est allée en Australie à la fin de l'année dernière ou en début d'année, qui a rencontré Scott Morrison et qui a rapporté avoir entendu un discours incendiaire de la part du Premier ministre australien qui lui a affirmé qu'il ferait n'importe quoi pour déchirer le contrat, à tel point qu'elle a fait une remontée d'informations au Quai d'Orsay à l'époque, et qu'au début d'année, au mois de février, Pierre-Éric Pomelet, qui est ni plus ni moins que le PDG de Naval Group, est allé s'infliger une quarantaine en Australie pour aller clarifier, je cite, la position française, les intentions françaises auprès des Australiens. Donc on a quand même un énorme faisceau. Croyez pas à la découverte, à la Sky News transaction dans Australia, notre dos. le 15 février dernier, Sky News Australia ouvre son journal en disant « Non, nous ne voulons pas annuler le contrat des sous-marins français ». Quand vous avez une des principales chaînes privées australiennes qui ouvre comme ça, vous savez où ça vous amène. Par contre, c'est effectivement, il y a des accords qui ont été passés. Jamais la coopération militaire franco-australienne n'a été aussi importante. Il y a des exercices conjoints, la Pérouse, des patrouilles maritimes conjointes en mer de Chine, l'exercice Jeanne d'Arc 21 au Japon avec donc les États-Unis et l'Australie. Et moi, ce qui m'inquiète maintenant, parce qu'on a effectivement une opposition là aussi historique entre les intérêts français et les intérêts anglo-saxons dès lors qu'on parle de la puissance océanique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'on a un troisième référendum qui va arriver avec des énormes pressions qui vont s'exercer sur ce territoire. Je pense que, bien entendu, chaque pays défend ses intérêts. Mais le problème aussi de la France, c'est que le domaine réservé, les affaires étrangères sont un domaine réservé du président de la République. Et en tant que parlementaire, nous, on a l'impression de compter pour du beurre. Donc, moi, je ne trouve pas ça très normal. Et c'est vrai que quand on peut avoir des débats, l'Alliance Atlantique, on dit qu'elle est morte, peut-être qu'il faut en partir. Il faut en partir avant même qu'elle meure. Pour montrer qu'on existe. Pour montrer qu'on existe aussi, parce que là, on a l'impression qu'on compte pour du beurre. Et moi, ça me gêne beaucoup de compter pour du beurre. Donc, dans cette histoire-là, alors peut-être qu'effectivement, certains savaient avant d'autres que la surprise, elle est surtout médiatique. Elle n'était pas vraiment dans la chancellerie et dans les réseaux du gouvernement. Mais moi, je trouve ça très gênant. Je trouve ça très gênant et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à revoir dans notre République, dans le fonctionnement de notre République, quel que soit d'ailleurs le président de la République ou la présidente. C'est pas une question de personne, c'est une question quand même de mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, c'est beaucoup trop centralisé. Pour notre époque, c'est beaucoup trop centralisé sur une seule personne. Et là, en la matière, sur les affaires étrangères, on a l'impression qu'il y a qu'une seule personne. Il y en a des choses à revoir. Il y a sur la crise sanitaire, sur la diplomatie, on a du boulot. Parce que tous les paradigmes de géopolitique, de défense, les problématiques de défense telles qu'elles sont abordées aujourd'hui dans le monde, on est reparti sur des modèles de conflits à haute intensité. On n'est plus dans la petite guerre, la petite guérilla en Afrique, etc. Tout le monde est reparti sur la guerre à haute intensité, donc ce sont des budgets colossaux qui nécessitent de la coopération. Et c'est pour ça que ça devient très très complexe. 5 secondes, Valérie. Dans 5 secondes, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez. La séparation des pouvoirs, c'est extrêmement important. Il y a quelques jours, un article du Monde qui disait que, grosso modo, Emmanuel Macron cherchait un effet waouh en matière européenne, qu'il envisageait de partager la dissuasion nucléaire, voire le siège au Conseil de sécurité, mais que c'était peut-être un peu trop waouh. Qu'un chef de l'État puisse prendre ce type d'initiative tout seul, c'est extrêmement grave. La séparation des pouvoirs, c'est également une garantie d'indépendance. Bon, merci à tous les cas d'avoir été nos invités aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, 15h30 sur l'antenne de CNews. Bonne fin de journée à tous.